Deux êtres qui se rencontrent et décident de se marier. Malgré leur amour fou, les jeunes mariés peuvent-ils faire comme si leurs parents n'existaient pas? C'est la hantise de nombreux mariés. À quels beaux-parents aura-t-on affaire? Parfois trop envahissants, se mêlent de tout, ont toujours des commentaires, bref, il y a les beaux-parents en général qui n'ont pas trop bonne réputation et les beaux-parents en particulier qui peuvent être charmants. Mais quand on est jeune et amoureux fou, on ne croit pas trop au proverbe. Quand on se marie, on épouse aussi sa belle famille. Telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Toujours quand tu épouses ta femme, tu épouses sa famille d'une manière respectueuse. Vraiment de grâce que les beaux-parents qui viennent et qui s'imposent dans le foyer de leurs enfants arrêtent ça. Ce n'est pas indiqué. Et aucune religion d'ailleurs même, aucune religion ne le dit. Aucune religion ne le dit et c'est vraiment malsain. Je suis mariée depuis 5 ans. À chaque fois qu'on a des disputes, sa maman intervient. Et quand elle vient à la maison, elle se croit carrément dans son foyer. Elle impose des choses qui vraiment ne m'enchante pas. On fait ci, on fait pas ça, trop de plaintes. Dans mon propre foyer, je n'ai pas de mots à dire quand elle est là. Donc je pense que tu peux pas venir chez moi, même si c'est ton fils qui est là, et me dire pourquoi j'ai fait la sauce graine et pourquoi c'est pas plutôt la sauce arachide que j'ai faite, pourquoi c'est pas le photo et non le riz. C'est mon foyer, je prépare ce que je veux, je prépare ce que mon mari veut manger. Or, elle s'impose. Donc c'est difficile. La belle famille entre dans la vie d'un couple dès lors que le couple annonce un projet de vie commun. Et les relations avec les beaux-parents peuvent créer des tensions dans le ménage, mais pas toujours, car de beaux-parents formidables, ça existe. Moi et mes beaux-parents, on s'entend. On s'entend très bien. Quand il y a un malheur chez mon mari, je vais pour les aider, pour préparer. En tout cas, tout ce que je peux faire, je fais. Quand tu fais ça, en tout cas, tu as tout gagné dans le mariage. Le papa et la maman de ma chérie sont très bons, sont très bons. Mon beau-père est vraiment quelqu'un de merveilleux. Il est bien, il ne s'impose pas, il est même assez effacé d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui allons vers lui. Il est présent sans être présent et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et en passant, je lui dis bonjour, bonjour papa. La relation gendre-belle-mère est le plus souvent sans problème. Mais le lien belle-fille-belle-mère est sans doute le plus conflictuel de par sa nature et pas évident d'en parler, alors chacun y va de sa recette. Quand je rends visite à mon beau-fils, je me comporte bien en leur donnant des petits conseils dans le foyer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Je ne peux pas rentrer dans leur vie privée parce que ça c'est leur vie à eux. Ils ont leur foyer, moi aussi j'ai eu mon foyer avant de leur mettre au monde. Mon beau me prend comme sa maman, il est comme mon fils quoi. Je suis toujours avec mon beau-fils. Quand je suis malade, c'est lui qui me soigne, qui fait tout. C'est vrai qu'on épouse une femme épouse un homme, mais c'est toute la famille qu'on épouse. Voilà, si tu es une femme par exemple, ses parents aussi sont tes maris. Voilà, donc c'est les deux côtés quoi en fait. Lorsque j'arrive chez mes beaux-fils, je crois que les rapports sont bien. Ils me reçoivent, ils me donnent à boire, à manger. On cause. Pourquoi les beaux-parents ont-ils de l'influence sur le couple? Si la situation n'est pas bien gérée, comment arrive-t-il à nuire à l'épanouissement du couple? Belle-mère, beau-père, est-ce aussi pour le meilleur et le pire? Et ce conseil de sage, il faut les adopter en même temps qu'on s'unit à sa moitié. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière les aspirations du mariage? Dans quoi on se lance pour parler un peu de façon simple? Qui est-ce qu'on épouse au-delà de la femme, de l'homme? Est-ce que c'est la belle-mère? Il y a des chansons à foison sur le thème. Vous en conviendrez avec moi. Madame Bernadette Assonguessan, bonjour. 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 Alors, c'est tout un ensemble. En fait, à la vérité, c'est un thème global, mais d'une globalité avérée. Parce que derrière, dans le mariage, c'est tout un monde à gérer. Tout à fait. Et ça donne beaucoup de choses. Oui, ça donne beaucoup de choses, effectivement. Au-delà de la personne physique qu'on épouse, qu'on choisit d'épouser, c'est d'abord une personnalité qu'on aime, qu'on reconnaît comme faisant partie des valeurs que nous recherchons. Toute jeune personne qui aspire au mariage va faire une liste. La première liste idéale de l'homme qu'on veut épouser. Et puis, chemin faisant, peut-être avec l'âge, peut-être avec de l'expérience ou avec les conseils des uns et des autres,
cette liste va se voir ajouter quelques éléments, retrancher d'autres éléments, ainsi de suite. Et puis finalement, on se dit, bon, c'est la bonne personne. C'est celle-là que je vais épouser et je l'épouse parce que la personnalité me plaît, parce que tout ce que je vois autour me plaît. Vraiment, c'est bon. Sur la moyenne de 10, je suis peut-être à 8, c'est bon. Peut-être à 9, c'est très bien, mais jamais à 10. Mais si je suis aussi à 6, selon les objectifs de vie qu'on se fixe, on se dit, bon, même à 6, c'est bon. Je prends avec tout ce que je vois. Mais au-delà de cette liste de choses qu'on peut dresser, il y a tout ce qu'on ne peut pas dresser sur un bout de papier ou même dans sa tête ou au détour d'une conversation avec une amie intime. Il y a beaucoup d'aspects dans ce qu'on épouse. On épouse donc la personnalité et nous disons tantôt dans une précédente émission que la personne qui vient, le jeune homme comme la jeune fille, a été façonnée par un père ou une mère ou les deux à la fois et avec une fratrie. Et donc, c'est toutes ces influences-là qui constituent donc la personne qu'on épouse. Au-delà donc de cela, il y a toutes les influences qui arrivent. L'influence donc de l'environnement, l'influence donc des objectifs de vie, des ambitions, du contrôle donc de ses émotions, un certain nombre de situations qui font que, en fait, quand nous disons nous épousons Eva ou nous épousons Marcelin, il y a au-delà de Eva et de Marcelin tout un ensemble de choses dont la famille. Avant de parler de la famille, quand on épouse quelqu'un, je lisais récemment donc, sur un forum que quand on épouse quelqu'un, on épouse également son passé. Okay, parce qu'on est bien amené à assumer certaines erreurs du passé ou certaines choses positives. On épouse également le présent de la personne, ce qui est évident, mais on épouse surtout le futur, parce que dans le présent, ça peut être tout rose. Aujourd'hui, le monsieur a un travail, tout va bien, ou madame, hein, c'est long. Et puis demain, la situation peut carrément s'inverser. Donc c'est toute la vie de cette personne-là qu'on épouse. C'est exactement ça, Eva. C'est exactement cela. L'environnement de la personne et l'éducation que la personne a eue pour devenir l'être humain physique qui se présente devant nous, c'est tout un ensemble. Quand on parle de l'éducation, ça vient de son passé. Les expériences malheureuses ou heureuses vécues, ce qu'on a pu lui donner, son niveau d'instruction, c'est vraiment le tout. Et on épouse, vous faites bien de dire, le passé, le présent et le futur dans les objectifs de vie qu'on se projette d'avoir et les défis à relever et tout cela. Mais en même temps, on épouse quelque part, quand nous parlons de critères, on épouse quelque part, pour la jeune fille, on épouse quelque part son père, ou on épouse le grand frère, ou on épouse aussi la sœur qui est le modèle, ou la mère qui a été le modèle. Donc, il y a toute la projection de la personne qu'on épouse par rapport à ses fantasmes, par rapport à sa maturité psychologique, affective et même spirituelle aussi, puisque le mariage, c'est quelque chose d'abord institué par le Créateur. Et donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. On épouse, pour le jeune garçon, on épouse la maman, quel type de jeune garçon je suis, quel type de jeune fille je suis. Donc, par rapport au type de jeune personne que je suis devenue, je vais chercher donc à épouser la personne qui peut, par rapport à son caractère, par rapport à son rang social, c'est tout cela qu'on épouse, hein, par rapport à un certain nombre d'éléments, on épouse cette personne-là. À la vérité, le mariage c'est quelque chose de... C'est un sacrement, bon, on va dire ça comme on peut, c'est un sacrement vraiment immense, magnifique et à la fois cruel aussi. Parfois, on épouse plusieurs choses. C'est un mariage physique, spirituel, multiforme. Et ce qui fait la différence pour rentrer dans ce monde-là, c'est l'éducation. L'éducation, oui. Fortement l'éducation, mais aussi le vécu de tous les jours, l'expérience de tous les jours. Ce qui va aider véritablement, ce sont les conseils dont on s'entoure.
Est-ce que ma mère me donne suffisamment de bons conseils? Est-ce que mon père me donne suffisamment de bons conseils? Mon meilleur ami me donne suffisamment de bons conseils? Est-ce que j'ai des modèles de vie, de couple réussi devant moi dont je peux m'inspirer? Est-ce le tonton du quartier? En fait, le mariage, c'est quelque chose... La personne qu'on épouse, c'est véritablement l'essence même de l'existence. C'est toute une vie qu'on épouse, en fait. Quand vous dites j'épouse, c'est toute une vie qu'on épouse. Et cette vie, heureusement ou malheureusement, peut avoir des interférences. Comme nous avons vu dans l'élément, on parle véritablement de la belle famille, l'intrusion de la belle-mère, l'intrusion du beau-père, l'intrusion de la belle-sœur, du beau-frère, du voisin d'à côté, du médecin. À la vérité, on épouse presque la vie. Quand on épouse une personne, c'est la vie de cette personne et sa propre vie. Et comme notre propre vie est composée de tout ce que nous avons comme bagage au point de vue psychologique, au point de vue physique, comme au point de vue spirituel, c'est aussi la vie de l'autre avec ces différents éléments. On va revenir sur un sujet que vous avez abordé qui a largement fait réagir les téléspectateurs dans l'élément qu'on a passé. Donc, c'est la belle famille. Nous sommes en Afrique, on connaît l'importance, le poids de la famille. Et quand on épouse quelqu'un, on a tendance à dire que, peut-être contrairement aux sociétés occidentales où les gens sont assez individualistes, ici, quand on épouse quelqu'un, on épouse une famille. Oui. On épouse carrément de nouvelles habitudes qu'il faut intégrer et puis gérer au quotidien. Tout à fait. En fait, dans notre culture, le mariage, ce n'est pas le mariage des deux individus qui vont devant les officiers d'état civil pour dire oui ou devant la communauté, le prêtre ou le pasteur ou l'imam pour dire oui, nous voulons être mariés. Le mariage, dans notre culture, ce sont deux familles qui se marient. Et d'ailleurs, l'Africain, de façon générale, particulièrement l'Ivoirien, mais c'est dans notre culture, de ce que nous n'aimons pas la dualité. C'est-à-dire le couple, la notion de couple, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre imaginaire et dans notre mode de vie, psychologiquement parlant. Le couple, dès que vous voyez deux personnes qui s'entendent un peu trop, tout de suite, une troisième personne s'introduit. Et cette facilité de s'introduire donc dans le couple, c'est véritablement culturel. On se dit, il faut apporter, cela n'est pas forcément méchant. C'est vrai qu'il y a des belles-mères ou des beaux-parents qui sont véritablement donc des comportements qui sont pas corrects du tout, pour ne pas dire de mots plus violents. Mais ce n'est pas méchamment que le beau-père, la belle-mère ou la belle-sœur ou le beau-frère viennent dans le foyer, s'introduisent donc dans cette vie à deux pour donner des conseils, parce qu'on se dit, il faut que cela réussisse. Si c'est réussi, ben c'est l'honneur de la famille qui est engagée, c'est l'honneur de toutes les deux familles qui sont engagées. Donc, on y va au mieux en se disant que la notion de maturité aussi au niveau dans notre culture est quelque chose de différent. À la limite, l'enfant, il reste enfant à vie. Il a beau être grand, il a beau avoir 50 ans, 80 ans, un enfant est un enfant. Et culturellement, nous allons nous rendre compte, ça va beaucoup plus loin. Quand une personne adulte, même de 80 ans, décède et qu'on dise c'est le premier décès de cette famille, et donc c'est l'expression Fewa, par exemple, au pays baoulé, donc on l'enterre tout de suite, on ne fait pas de cérémonie. Vous imaginez 80 ans. Mais on dit, c'est comme ça. Donc, il y a le poids culturel qui a un grand impact sur qui on épouse véritablement. On épouse donc la culture de l'autre, on épouse donc les parents de l'autre, on épouse son éducation, on épouse sa vie, comme nous disions tantôt. Dans le thème, il y a épouser, moi je vois un époux, qui épouse-t-on? Il y a épouser et vérité. Comment se protéger par rapport à cette vérité qui parfois n'est pas facile à vivre, n'est pas facile à entendre, n'est pas facile à côtoyer? En fait, tout se fait dans la préparation de l'épousaille, si nous devons nous exprimer ainsi. Au moment où nous allons, personne ne saute de pieds joints comme ça dans un mariage. On n'épouse pas au premier regard. Ça peut être effet de mode aussi. Effet de mode, mais on prend toujours le temps
de réfléchir à 2 fois avant d'aller dans le mariage. Et c'est dans cette laps de temps, dans ce temps de préparation, qu'il faut regarder un peu les aspects qui peuvent être gênants par la suite. Dès le départ, on voit la belle-mère qui prend son fils, va venir faire sa lessive. C'est lui qui, dès les premiers instants, chaque fois on va chez le fiancé, on se rend compte que la maman est là, c'est elle qui va faire à manger. Quand on fait la cuisine, elle va juste venir regarder, commenter, il n'y a pas ceci, mon fils n'aime pas ceci, ainsi de suite. Ce sont déjà des signes annonciateurs de ce qui va se passer quand vous serez déjà ensemble dans le foyer. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut déjà prendre les précautions, voir avec la maman pour dire, attention, c'est vrai, vous avez fait votre part, maintenant, c'est à moi de l'accompagner. Vous l'avez accompagné jusqu'à cet âge-là, je prends la suite. Et donc, il faut que chacune des personnes, des acteurs, moi j'appelle, nous disons les acteurs, chacun des acteurs sache exactement son rôle à jouer et le temps du rôle à jouer. Nous sommes donc sur une plateforme où chacun a un rôle à jouer. La maman fait sa part jusqu'à un certain niveau, l'épouse jusqu'à la fin de la vie de la personne. Voilà un peu comment est-ce que nous devons faire ces choses-là. Bien souvent, on ne se rend pas toujours compte, hein, parce qu'il y a des masques qui sont mis et qui tombent après. Je prends pour référence un film que je suivais sur une chaîne où le monsieur, il avait énormément de moyens. Il a rencontré une jeune fille qui voulait se marier. Sa famille voulait qu'elle épouse le monsieur en question parce qu'il avait vraiment des moyens, qu'il était très généreux. Donc toute la famille a montré le meilleur visage, la belle-mère qui était la plus gentille, la plus tendre, qui le prenait comme un second fils, le papa, etc. Mais après le mariage, tout de suite, le visage, les masques sont tombés. La belle famille qui a investi la maison, voilà, qui emménage carrément avec le nouveau couple. La fille également qui n'a pas un très bon caractère, qui commence à montrer donc, son véritable caractère, qui sort, qui n'est pas respectueuse, etc., etc. On peut se laisser avoir. Comment déjouer les pièges, comme disait Marco? Alors, comment déjouer les pièges? Il n'y a pas de recette. Je peux répondre? Oui. Exceptionnellement. S'il vous plaît, vous pouvez. Je peux répondre. Vous pouvez. En ne mettant pas l'argent devant. Parce que si ça avait été plus spirituel, si elle avait regardé le côté spirituel, si elle avait cherché... Lui, il avait regardé. Voilà, je veux dire, si elle ne s'était pas précipitée, si elle avait bien étudié, je suis un bon élève de Mme Ounissa, voilà, en regardant l'essentiel, le comportement. Voilà. En fait, on peut toujours se faire avoir, mais aussi magicien qu'on puisse être. Avant d'épouser quelqu'un, il faut véritablement prendre le temps de regarder ce qui se passe autour avant de s'engager. Et comme nous disons, le mariage est quelque chose qui a été institué par un créateur. Alors la meilleure référence, c'est de lui poser la question. Dans le choix de qui on veut épouser, demander sur le plan spirituel véritablement l'aide de Dieu pour nous aider à bien choisir. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons, tous les masques que nous pouvons porter, devant l'Éternel, aucun masque ne peut résister. Il connaît tout le monde, au plus profond de ce que nous pouvons être, notre personnalité, que nous pouvons cacher, nos aspirations, que nous pouvons cacher. Tout ce que nous sommes, il le sait. Donc, remettons-nous donc, pas parce que c'est défaitiste ou pas courageux, mais il est de bons conseils de suivre des personnes qui sont de bons conseils et qui peuvent vous aider véritablement dans le choix. Des anciens, par exemple, des personnes matures, très spirituelles, qui en savent long et large sur cette action. Et surtout qui sont à équidistance, qui ne prennent pas parti. Parce que les problèmes se viennent parfois quand on prend parti. Oui, voilà. Quand il n'y a pas de lien entre une personne dans le couple, c'est mieux. Parce qu'après, que ce soit la belle-mère, le beau-père, il y aura toujours un sentiment biaisé. La difficulté n'est pas là-bas. Nous pouvons avoir, ça peut être une belle-mère, mais qui est véritablement une belle-mère. Le terme dit belle-mère. Ça veut dire que dans tous les aspects de la chose, elle doit être belle. Et le beau-père, c'est pareil. Ce sont des parents qui sont beaux, qui sont certainement plus beaux que les miens, puisqu'on dit mon père, mais on dit mon beau-père. C'est-à-dire le père bonifié, le
père qui est plus beau que le mien. Donc, le rôle véritable, l'apport des beaux-parents, c'est apporter tout ce qui est bien, tout ce qui peut faciliter et qui peut combler donc, les insuffisances de ce couple qui s'est formé. Nous devons apporter les choses pour aider ce couple-là. Et donc, le lien, en fait, la difficulté se trouve dans la personne elle-même les deux époux qui ne savent pas et qui n'ont pas la maturité suffisante et qui se jettent donc dans une situation qui devient conflictuelle. Si dans votre inconscient, vous recherchez une mère et que vous avez épousé à première vue cette personne qui a le physique de maman, à la limite, vous avez épousé le physique de maman, mais vous n'avez pas épousé le caractère de maman. Alors qu'à la vérité, vous recherchez le caractère. La difficulté de la personne que nous épousons réside à la complexité de ce qu'est l'être humain. Un être humain est l'être le plus complexe qui puisse exister. Il a son histoire, il a sa personnalité, il a ce qui peut l'influencer ou non, il a les maux, les maladies, il y a l'environnement et un certain nombre de choses. Si, au travers de toutes ces choses-là, la personne qu'on épouse n'a pas un caractère suffisamment bien trempé, suffisamment fort et qui ne sait pas faire les choix, et que c'est un enfant qui est toujours, comme on peut dire, le fils qui reste toujours enfant, le garçon qui reste toujours enfant, mais il va rester dans cette immaturité affective et psychologique et naturellement aura tendance à chercher une mère, mais celle qu'on épouse, ce n'est pas la mère. Je ne viendrai pas jouer la mère, je suis l'épouse, qui sont des rôles complètement différents. Donc, il faut savoir véritablement quelle est la personnalité d'abord de cette personne qu'on épouse et cette personnalité, est-ce qu'elle est suffisamment forte, suffisamment mature pour faire face à toutes les intrusions, à tout ce qui peut venir pour ensemble construire un foyer. Généralement, nous choisissons, choisissons la personne qui est tout à fait contraire, qui se complète à nous pour que l'équilibre soit, mais très généralement, c'est notre fantasme, le frère aîné qui était le modèle, c'est le modèle que nous voulons épouser et généralement, le modèle en face n'est pas la copie conforme, car chaque individu est unique. Il y a un côté incestueux, en guillemets. Tout à fait. Bien souvent, l'erreur qu'on commet, c'est de laisser passer beaucoup de choses en début de relation pour se faire accepter par cette belle famille-là, parce qu'on est tellement amoureux qu'on se dit c'est la maman de mon compagnon, c'est la maman de ma femme, ce sont les frères. On laisse passer beaucoup de choses. Et puis, une fois qu'on est en ménage, c'est trop tard parce que cette belle famille a pris ses habitudes également. Donc, ne comprends pas que vous voudriez maintenant mettre des barrières et des limites. Parce que ce sont des choses que vous avez acceptées en début de relation pour vous faire accepter. Qui épouse-t-on? C'est l'honnêteté de la personne qu'on épouse, la franchise et la clarté de ses objectifs. Qui épouse-t-on? C'est je viens tel que je suis, sans artifice, sans masque, tel que je suis acceptée telle qu'elle ou non. Sans filtre. Sans autre forme de je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut y mettre? On pourra y mettre tout ce qu'on veut, mais l'honnêteté dans cet engagement est la chose qu'il faut faire. Ce sont les valeurs qu'il faut véhiculer. Si vous venez et que vous vous présentez tel que vous êtes et que votre belle famille voit que vous avez déjà tel défaut, la belle famille, c'est vous aider à vous rendre compte que, effectivement, dans votre famille, vous vous êtes permis tel comportement, mais dans la mesure où vous venez fonder un foyer avec une autre personne qui peut avoir un autre type de comportement, ma fille, mon fils, ceci ne vous arrangera pas dans la vie à deux que vous voulez mener. C'est une autre organisation, c'est un autre environnement dans lequel vous allez baigner, et donc l'honnêteté serait donc la chose de mise. Qui épouse-t-on? L'honnêteté. Qui épouse-t-on? On épouse aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. L'incestueux. Oui, la question, c'est que deux personnes, par exemple, qui vivent à l'extérieur, loin de leur famille respective, par exemple dans un pays occidental, peu importe, oui. Là, il n'y a pas l'influence des beaux-parents. D'accord. C'est un couple qui est un peu, comment on va dire ça, autonome. Sur un terrain neutre. D'accord. Là, quelles sont les influences, quelles sont les convictions, comment ça se passe? Ce sera juste au téléphone, tout ça? Il n'y a pas physiquement la présence des beaux-parents pour infléchir telle position? La présence du père ou de la mère dans le foyer, ce sont des personnes que nous avons ingérées qui vivent avec nous. Donc, quels que soient les cieux sous lesquels nous sommes, ils sont avec nous. Même quand ils ne sont plus de ce monde, même quand ils sont décédés,
nous vivons avec le souvenir de ceux que nous avons aimés, ceux qui nous ont éduqués, pour parler des parents, véritablement, et de nos frères et sœurs. L'environnement physique, peut-être que ce qu'il manquera, c'est la présence physique. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, est-ce que la distance est un problème? La distance n'est pas un problème, puisque par texto, par tous les moyens que nous avons aujourd'hui, que la technologie nous offre, la personne peut être plus présente que jamais. Si votre mari, c'est encore plus grave. Si votre mari ou votre épouse passe la plupart de son temps à chatter avec ses parents, à converser, on se voit au travers donc Internet, on se parle et on laisse cramer la nourriture qui est sur le feu parce qu'on est en conversation avec maman ou avec un frère ou une sœur. La distance n'a rien à voir. C'est le caractère, la personnalité qui doit pouvoir cadrer tout cela et savoir, nous engageons pour un but bien précis. Allons donc à l'essentiel, à ce qui est bon et ce qui peut nous arranger pour ce que nous avons décidé de faire. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Si on devrait synthétiser tout ce qu'on a dit, quel est le rôle de chaque acteur, comme vous l'avez dit, dans ce grand scénario qu'est le mariage? On a les acteurs principaux, monsieur, madame. On a également les acteurs secondaires, qui sont donc les beaux-parents. Ils ne sont pas secondaires, hein, parce que le père et la mère, comme je dis, ce sont des personnes qui sont en nous, qui sont en nous. Et donc, c'est à eux de savoir leur rôle. Leur rôle, c'est d'accompagner. D'accompagner véritablement. Quand un accompagnement, on n'accompagne pas quelqu'un pour le pousser dans le gouffre. Donc, avoir donc, le rôle d'accompagnateur, de conseiller, de personnes ressources quand les difficultés surviennent et avoir... ne pas vouloir continuer l'éducation de son fils ou de sa fille là-bas ou dire, généralement on dit, la jeune fille, maintenant qu'elle n'est plus à être éduquée par son père ou par sa mère, maintenant le mari fait son éducation, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce sont deux personnes qui se sont mises ensemble. L'éducation est terminée, les personnes à éduquer, c'est eux-mêmes, entre eux, mutuellement, faire les réglages nécessaires et les enfants qui leur naîtront dans ce mariage, dans ce mariage-là. Belle conclusion avec les enfants. Nous, notre mariage tient, la preuve. Oui, non, c'est pas une preuve. Hein. Notre mariage tient, mesdames et messieurs, Eva et moi, la preuve. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci Marco, merci docteur, maman. Et merci également à nos invités qui ont eu l'amabilité de venir sur ce plateau nous apprendre des choses. Merci également à Kadi Fadiga, rédactrice en chef. Félicité Soro, signé la réalisation de cette émission. Et puis on va finir avec ce proverbe baoulé qui dit qu'il ne faut jamais se presser pour se marier, parce que quand vous êtes trop pressé, votre belle-mère est plus belle que votre femme.